français. Bienvenue sur la chaîne Perf Byte français. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti un épisode, donc ça fait plaisir de vous retrouver. Et on a encore une fois de plus un sujet à traiter qui pourrait être intéressant spécialement aujourd'hui, puisqu'en fait, on est plus confronté à ce type d'environnement aujourd'hui quand on fait des projets à long terme. Et donc, on va parler de tout ce qui est parti test CI/CD, test shift left. Enfin, il y a plein de manières de le nommer. Donc, pour traiter le sujet, comme d'habitude, je vais inviter nos amis. Donc, Bruno. Bonjour, Bruno. Comment vas-tu? Hello, je suis resté un petit peu sur ton groove là. Et je pense que c'est un sujet qui est intéressant, mais là, je vais être un petit peu plus dans l'expectative parce que c'est vraiment un sujet qui va être beaucoup plus porté par Terry. Et oui, et voici Terry. Comment vas-tu, Thierry? Hello, hello, messieurs, la forme. Content de vous revoir après 3-4 semaines de retrait. Ça faisait longtemps. Bah, tu nous as préparé un gros sujet là, je sais que ça va être atomique. Bon, Ouf. globalement. Globalement. Bah, je pense qu'on peut commencer. Moi, je pense que pour traiter le sujet, rien ne vaut d'une bonne introduction. Donc, allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est ce shift left? Qu'est-ce que c'est la thématique? Explique-moi un petit peu, Thierry. La thématique du shift left, c'est de changer un peu la manière dont on aborde les tests. Alors, de manière générale, aujourd'hui, on va quand même parler du shift left dans la performance. On est quand même Perf Byte, donc il ne faut pas qu'on oublie la moitié de notre nom. Mais le shift left, dans l'idée, c'est une approche, en fait, dans le développement qui consiste à intégrer la qualité et la sécurité des logiciels le plus tôt possible dans le cycle de développement des produits qu'on fait. Et donc voilà, ça c'est un peu la définition globale. Et comment est-ce qu'on met en place le shift left? C'est en se servant de l'outil qui est l'automatisation. On va parler d'automatisation, on va parler de CI/CD, de pipeline. Voilà, dans l'idée, on automatise les pratiques de test pour éviter d'être dans un cas où on fait les tests une fois qu'on a fini de développer notre logiciel, ce qui va nous permettre plein d'avantages comme la réduction des coûts, une meilleure qualité de développement, une détection plus précoce des problèmes qui sont remontés, etc. Alors, surtout, la grande valeur ajoutée que je vois dans cette approche, parce qu'avant, on construisait, on faisait des tests unitaires. Ça, avant. C'était il y a très longtemps. Mais l'idée, c'était qu'on construisait, on faisait des tests unitaires, on avait un peu... Mais là, aujourd'hui, l'avantage, c'est que dès qu'on fait un commit, enfin, si on a une approche GitHub, bien sûr, dès qu'on fait quelque chose sur le repo, on va déclencher un build, et le build, ce process de build, ce process qui va construire et déployer, derrière, il y a toute une chaîne de tâches qui sont rattachées, finalement, parce que finalement, pour construire, c'est pas que construire, c'est aussi tester et valider. Et l'avantage, c'est que dès qu'on fait quelque chose, il y a toujours ça qui est en continu. Et on aura la capacité dans cette logique et dans cette culture d'avoir de la régression, enfin d'avoir de la comparaison. C'est ça que... Voilà. Donc, du coup, automatiquement, quand on a la comparaison, faire la régression, donc dire, tiens, la version d'hier, la build d'hier, il était mieux en sécu, il était mieux en test unitaire, il était mieux... Ça, je trouve que ça a révolutionné vachement et simplifié vachement les processus de développement. Clairement, ouais. Chez certains clients, on appelle ça des TNR de perf. C'est un peu la même idée, hein. C'est de la non-règle en performance. On va vérifier un peu la qualité du code par rapport à la veille, le déploiement de la veille ou la release de la veille. Et ça nous permet, comme le nom l'indique, de shifter un peu tous les premiers tests qu'on peut faire dans des environnements qui sont précoces, puisque quand on est en train de développer, on est dans des environnements encore un peu précaires, entre guillemets. On est sur l'environnement de dev, sur la qualif, donc on n'est pas sur une pré-prod ou une prod qui est hyper connectée à tous les microservices. Et donc, on peut, à ce moment-là, déjà tirer profit de ces environnements, quand bien même ils ne sont pas complets. Ils sont assez solides pour qu'on puisse tourner une API toute seule. Et une API toute seule, elle peut déjà être testée. Donc, on va faire des petits tests qui ne sont pas forcément représentatifs de ce qu'on... C'est là que c'est un peu un autre paradigme qu'on dit depuis le début, c'est qu'on doit faire des tests de perf qui sont représentatifs de ce qui se passe en prod, etc. Là, pas forcément. On commence à développer l'API, on a une nouvelle feature qu'on va pousser, ça va déclencher un déploiement automatique sur un environnement. Et sur cet environnement-là, le morceau d'API qu'on a déployé,
on peut déjà commencer à le tester et récupérer quelques métriques. Et si on fait ça tous les jours, on peut voir tous les jours la même chose qui est testée et de noter s'il y a des dégradations en perf qui se font ou pas. Alors justement, moi j'avais, avant qu'on aborde vraiment le sujet propre à la perf, de manière générale, Oui. pour rappeler, du coup, quand on développe un microservice ou autre chose, on a déjà des presets de tests unitaires, des presets de tests fonctionnels, donc on va pouvoir exécuter après la phase la phase d'automatisation. Donc c'est-à-dire, je fais d'abord un pool complet du code, je fais le build, alors ça dépend, ça se passe directement sur GitHub, mais je fais un build complet de l'applicatif, donc je génère l'exé, je fais, avant de faire le build, souvent je fais un petit scan de sécu, puis derrière, je vais générer le SBOM, je vais passer un coup de vulnérabilité dessus pour vérifier si j'ai pas de vulnérabilité, puis après, je vais passer toute la phase de test en question, donc test unitaire, test fonctionnel, et puis après, bien entendu, il y a la partie perf. Mais sur la partie perf, il y a quand même une chose importante, je pense que est-ce que, moi c'est une question que j'ouvre à vous qui nous écoutez, mais également à mes deux amis, est-ce qu'une organisation qui se dit, j'ai mis une approche DevOps, j'ai mis une approche automatisée, une approche un peu CI/CD mais à généraliser, est-ce que je peux tout de suite démarrer sur des tests automatisés de performance comme ça? Est-ce qu'il y a une certaine approche? Clairement, moi j'ai jamais vu une approche automatisée démarrer toute seule avant qu'il y ait d'abord une espèce de cycle en V qui ait été créé, qui ait été testé, qui soit devenu plus robuste. On peut pas faire de l'automatisation de tests de perf si on n'a pas déjà, on va dire, maîtrisé son environnement, que ce soit l'environnement attesté, mais l'environnement testeur. Donc, toute l'infra qui doit tester doit être aussi maîtrisée et donc il y a toujours 2 choses automatisées, hein. C'est d'un côté, la mise en place de l'environnement qu'on va tester, mais aussi l'outil qui lui-même va tester. Donc, c'est-à-dire, on va automatiser les déploiements d'injecteurs, les déploiements de contrôleurs, les déploiements de scripts, le versionning des scripts qu'on va utiliser. Donc, tout ça, c'est des choses qui demandent une certaine maturité, donc qui n'arrivent pas tout seul. Voilà. Mais je pense que Terry, il a peut-être une meilleure définition. Et j'ai des super slides à vous montrer après. Ça va donner une belle idée à tout le monde, mais si vous voulez, on les regardera un peu plus tard. Moi, j'ai pas vraiment une définition toute faite. Mon avis là-dessus, c'est que l'automatisation, de manière générale, ça sert à éliminer des tâches répétitives et des tâches qui nous font... Enfin, comment gagner du temps sur des tâches répétitives qui peuvent être faites par un robot. Et donc, il faut être capable d'identifier quelles sont ces tâches répétitives. Donc, on ne peut pas tout de suite commencer un projet de zéro. De mon point de vue, en tout cas, je le vois comme ça. On ne peut pas commencer un projet en se disant on va automatiser ça, sachant qu'on n'a pas vraiment de recul dessus. Alors moi, je pense, pour répondre à cette question de manière très pertinente, je pense qu'il serait nécessaire de rappeler pourquoi cette démarche-là est importante et qu'est-ce que ça va amener au projet. Parce que je pense que si on ne répond pas à cette question, on ne sera pas capable de dire quelle est la meilleure approche si je dois faire du test entre guillemets de composants, du test d'API de manière quotidienne. Quelle est l'approche, quelle API, comment je le fais. Je pense qu'il faut déjà avoir, mais pourquoi c'est important et dans quoi on va s'inscrire. Alors bon. Et là, je te propose, on voit mes slides. Là, ils seront parfaits pour ça. Bon, écoute. Allez, vas-y. Tu balances. Alors, voici un schéma de mise en production classique par rapport à, on va dire, un temps de code et de bench. Alors, je vais essayer de me mettre dessus. Voilà. Normalement, on a toute une phase de cadrage à partir du moment où le code est fini, on va avoir une phase de cadrage pour nos tests de perf. On vous l'a rappelé déjà dans plusieurs réunions. Toute une phase d'installation de notre environnement qui va tester, et ensuite les scripting, les jeux d'essai, on fait les tirs, on fait les analyses, tout ça. Donc tout ça se passe bien sûr après, on va dire, la mise à disposition d'un code qui est potentiellement terminé, mais qu'on va encore tester. C'est très court, c'est un temps très court et c'est une période où tout le monde est très très stressé. Le principe du shift left appliqué aux tests de performance, ça va être de faire un petit décalage, en partie au chiffrage, bien sûr à l'installation, mais aussi au scripting. Et là, le scripting, où est-ce qu'on va le mettre? Eh bien, on va le mettre pendant le codage, et on va aussi rajouter des tirs et de l'analyse pendant le codage et pendant les premières livraisons, pendant qu'on fait déjà les premières versions. Alors pourquoi faire ça? Parce que déjà, ça va nous permettre de rapprocher la période des tirs et donc de rapprocher la période de validation, parce qu'on va fournir des rapports. Donc voilà, l'idée du shift left, c'était de le faire ça pendant le codage. Donc,
c'est là où on va rentrer dans une logique de se dire, mais alors, est-ce qu'on va vraiment tester exactement la même chose? Et c'est là, il y a la logique de test de composants qui rentre. Et surtout, la deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment le bencher qui va aussi faire ça? Donc ça, question ouverte. Et je pense que vous allez pouvoir y répondre. Alors Thierry, je te laisse de commencer sur cette aspect. Alors, il y a deux sujets. Il y a à la fois ce que Henrik, tu disais, quels sont les avantages, les inconvénients, enfin, quels sont les avantages, grosso modo, du shift left, et aussi ce que Bruno vient de présenter. Vous voulez qu'on commence par quoi? Bah, écoute, je te propose de répondre d'abord en premier temps, puisque Bruno a lancé cette question ouverte. Peut-être qu'on va répondre, sinon on va jamais avancer. Ouais. Donc, la question, Bruno, c'est quoi? C'est est-ce que fait Est-ce qu'on va tester exactement la même chose? Parce que est-ce qu'on fait du end-to-end ou est-ce qu'on va faire du test de composants? La réponse est dans la question. Ou est-ce qu'on va et qui est-ce qui va faire les scripts et les tirs? Voilà. dans une approche shift left, il y a effectivement le fameux test de composants en performance qui en fait, et donc le test de composants, c'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. On va essayer de réduire tout le périmètre fonctionnel qu'on teste, et le périmètre technique aussi, en isolant par exemple un morceau applicatif, et en automatisant des tests, donc en testant régulièrement cette API. Soit on peut le faire de manière schedulée, tous les jours, tous les matins à la même heure, ou tous les soirs, ou pendant la nuit, et on fait comme ça. Ou alors, pour être un peu plus optimisé en termes de ressources, on peut le faire, alors ça dépend dans quel sens on le voit, mais on peut faire exécuter un test sur un composant dès lors qu'un commit est fait, ou alors dès lors qu'un déploiement est fait sur un environnement. Et donc, est-ce qu'on teste toujours la même chose, hein? C'était ça la question? Oui, est-ce qu'on teste toujours la même chose? Parce que moi, quand je fais du bench classique, je fais du end-to-end, hein. Les tests de composants, j'ai déjà dit qu'on pouvait les faire, mais qui s'apparentaient à des benches dédiés, quoi. Mais là, est-ce qu'on va vraiment faire les mêmes tests sur les composants ou sur le end-to-end? Est-ce qu'on va vraiment tester la même chose? Alors moi, j'aurais juste rappelé quelque chose d'extrêmement important, c'est que si on veut avoir une approche, entre guillemets, agile ou DevOps, le test traditionnel qui induit d'avoir une interface graphique qui va simuler un utilisateur fait on va nécessiter d'avoir tous les composants disponibles pour faire notre application. Et une application va être constituée de, je sais pas moi, 30, 40, 60, 100 composants. Et donc, si je veux avoir cette approche-là, je ne pourrai jamais avoir une approche test en continu parce qu'il va falloir que j'attende que tout soit prêt avant de pouvoir commencer quoi que ce soit. Alors que l'approche qu'on a, qui est suggérée par Thierry, elle est différente. C'est-à-dire, j'ai le composant qui s'appelle, je sais pas moi, user catalogue, ou catalogue. Tiens. Et donc, c'est une API qui expose les catalogues de services de mon applicatif. Et donc, elle, de manière autonome, je vais pouvoir, elle, la tester dès lors que j'ai fait une modification et dès lors que j'ai une API ou quelque chose qui permet d'interagir sur ce composant. Et donc, du coup, je ne vais pas réaliser nécessairement les mêmes tests puisque je ne fais pas le test via l'interface. Je vais tester que le composant lui-même, avec éventuellement s'il a besoin d'une base de cache ou une petite base associée, il fonctionne convenablement. Donc, je vais envoyer dans l'API. Il y a peut-être plusieurs API disponibles ou plusieurs endpoints sur l'API que je vais du coup tester dans mes fameux tests en continu de performance. J'ai une analogie à vous proposer. Le test unitaire que font les devs, c'est-à-dire le fait de vérifier que sa fonction, ma fonction somme, quand elle ajoute deux nombres opposés, ça donne bien 0. Enfin voilà, vraiment le test unitaire d'un point de vue dev, et non pas le test unitaire dont parlait Bruno dans une autre vidéo, où on fait un test à un user sans patching, etc. Le test unitaire est au test fonctionnel, ce que le test de composant est au test de perf, un peu, dans le sens où il faut voir l'infra comme comme une code base. Voilà, tous les composants de notre infra, c'est un peu comme plein de fonctions dans nos fichiers de code. Et donc, les tests unitaires, ça consiste à aller tester les fonctions indépendamment des unes des autres. D'abord, dans un premier temps, pour s'assurer que la fonction, fonctionnellement, fait bien ce qu'elle veut, ce qu'on attend d'elle. Ensuite, on va interconnecter cette fonction avec cette fonction pour voir si elles marchent toutes les deux ensemble. Ensuite, plus le temps avance dans le sprint ou bien dans les environnements, et plus on va interconnecter nos fonctions entre elles. Et pour les tests de composants, c'est un peu pareil. On commence d'abord très tôt à gauche à tester une API,
un morceau de code s'il le faut. Après, il y a plein de stratégies différentes, mais on fait des appels que sur un endpoint si on considère que c'est nécessaire, mais on va tester un morceau de code. Et plus on avance, et plus on va ajouter, par exemple, une base de données derrière, où on va interconnecter de plus en plus l'application. Et à savoir que le test de composants, c'est pas le shift left, cette pratique de ramener le test le plus tôt possible, ça induit le test de composants, mais le test de composants, ça se suffit pas à lui-même. C'est un complément des tests de perf qu'on continuera quand même de faire en bout de chaîne sur de la prod. Alors, justement, je suis d'accord, parce que là, on est en train de dire, bon, j'ai 50 composants pour mon application, donc chaque composant, ou chaque équipe qui est responsable de ces composants, tous les jours, il y a des tests qui tournent, ou une régression. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on est capable de l'identifier rapidement lors de la phase de dev, très rapidement, s'il y a des fuites de mémoire, si j'ai un nombre de hits par seconde, où j'ai un contrat en disant, moi, je suis composant checkout de mon site web, et donc je sais que je dois faire autant de checkout à l'heure. Donc moi, mon composant, il va tenir cette charge. Donc du coup, déjà en espace de dev, même si l'environnement est petit, il y a déjà une prévalidation qui va avoir lieu. Mais après, quand on va passer sur un environnement hors dev, c'est-à-dire on commence à voir les composants qui sont présents, on va les déployer entre eux. Et c'est là où il y a la notion déjà de réseau qui va s'inscrire. Et puis également, des fois, on a dit, tiens, on va faire de l'autoscaling parce que moi, mon checkout, il aura deux réplicas, il y aura une politique avec une base de données qui, finalement, elle n'est pas dans ce data center, mais elle est ailleurs. Du coup, l'environnement de staging est différent. Du coup, effectivement, la granularité des tests qui vont être lieu dans cet environnement va être différente. On va tester d'autres choses. Et après, comme on a mentionné tout à l'heure, Bruno l'a mentionné, quand on va se rapprocher et qu'on va avoir une vraie interface graphique avec des choses qui fonctionnent vraiment, on va pouvoir faire le test normal qu'on a l'habitude. Donc en fait, en fonction des éléments qu'on fait et des tests qu'on fait, on ne va pas valider la même chose. Et du coup, la criticité des tests va avoir une valeur différente. Et donc la question, c'est qui fait les tests maintenant ? Alors moi, je pense que par échange et en ayant vu implémenter les choses, généralement, en fait, un développeur n'a pas la culture nécessairement de perf naturelle. Il va faire ce qu'on appelle du get, il va balancer, il va prendre son K47, puis il va tirer sur son API. Et du coup, il va avoir un résultat. Est-ce que le résultat est viable ? Donc, du coup, déjà, il y a une approche déjà dans cet environnement-là un peu complexe où il va y avoir l'ingénieur de perf. Et l'ingénieur de perf va être là dans leur mode accompagnement et faciliter, mettre l'outillage, mettre la couche d'automatisation pour que les développeurs, on leur apprenne à se brosser les dents tous les matins. Et donc, naturellement, tous les matins, ils vont arriver à se brosser les dents en utilisant la plateforme que l'ingénieur de perf a mis à disposition. Et donc, du coup, il y a une certaine couche d'accompagnement. La partie scripting, peut-être qu'au début, on va avoir du mal. Après, ils vont être un peu plus autonomes. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que quand il y a une vraie anomalie de perf, le développeur, soit il a l'habitude, il va analyser, soit il ne sait pas. Et donc, c'est là où il appelle, aide-moi. Et en fait, ce que nous, on veut dans cette approche automatique, c'est que tous les verts, on ne les regarde pas. On dit, on est vert, on est bon. Par contre, quand j'ai un gros rouge, là, il va falloir regarder. Et donc, c'est là peut-être que du coup, le support d'un ingénieur de perf va avoir une valeur à cet instant. Ouais, je partage ce que tu dis, Henrik, là-dessus. C'est que c'est du shift left et nos métiers en tant qu'ancien ingénieur perf à shifter aussi quelque part en mettant en place ces pratiques, c'est qu'on intervient plutôt comme des garde-fous à accompagner pour la mise en place de l'automatisation des projets. Et quand ça va pas, on est derrière eux pour les accompagner vraiment à se responsabiliser là-dessus. Et après, ça dépend aussi quand même des clients. On voit un peu de tout. Hein. Il y a certains clients chez qui on fait quand même de l'automatisation. Donc, on met en place l'automatisation là, mais on reste en mode équipe de perf, centre de service. Oui. Et puis tu as d'autres approches où le testeur en performance va intégrer une ou plusieurs équipes qui bossent en agile ou en DevOps. C'est ça. Et dans l'équipe, cette ressource est responsable de gérer la perf automatisée chez elle. Il y a plusieurs approches. C'est soit
Et celle que je préfère, c'est celle où on responsabilise les devs sur la perf en les accompagnant, en évangélisant un peu les best practices autour de la perf, tant que c'est dans leur périmètre, parce qu'au final, là, on parle d'automatisation, donc c'est pas eux qui vont faire les tests pour la prod avec 25 000 utilisateurs, mais à minima dans les premiers environnements où eux, ils ont la main. Même, tu sais que même maintenant, les tests unitaires, un outil très connu pour les tests unitaires s'appelle JUnit pour du Java. Il y a un JUnit perf qui existe qui permet de faire la même chose que des tests unitaires, mais côté perf. Et donc ça peut être intégré dans le build directement des artefacts que font les devs, quoi. On les sensibilise de plus en plus à ça et ça rentre une acculturation, quoi. Ce que tu veux dire, c'est que le testeur, enfin l'expert perf, qui avant faisait la campagne de bout en bout, il allait faire le cadrage, l'installation, la mise en œuvre, et puis les tirs, et ensuite il essaie de travailler avec l'équipe de dev pour optimiser. Là, ce que tu dis, c'est que non, là, il fait plus ça. Là, d'abord, il forme les mecs à savoir faire des scripts et des tests eux-mêmes. Ensuite, il les forme à utiliser la plateforme automatisée pour lancer les tirs de manière automatique et à comprendre un peu les résultats. Et après, il se porte garant d'un test global, c'est-à-dire il se porte garant du fait que les mecs ont appliqué les bonnes pratiques et puis que les rapports sont tous bons, verts, comme tu disais, Henrik, et que de temps en temps, il y en a un de rouge, et là, bon, le testeur de perf, il va venir, ok, il y en a un de rouge, c'est là que j'interviens. Mais En gros, en fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'ingénieur de perf dans cette type d'organisation, c'est plus un SRE. Et du coup, il est un peu le garde-fou avant mise en prod. Donc, il va mettre en place toute la partie, parce que comme il va être en charge de la prod, et il va mettre en place d'abord les démarches pour s'assurer que la stratégie elle a été bien respectée. Et donc, des fois, dans certaines organisations, si tu n'as pas donné, entre guillemets, tes certificats, entre guillemets, ou côté administratif, si tu n'as pas donné tes certificats, tu ne peux pas passer. Là, tu ne pourras jamais aller au-delà. Et donc, du coup, c'est mettre en place cette démarche et éduquer cette organisation pour qu'il rentre dans les clous et que derrière, quand ça passe en prod, on sait que tous les checks ont été bien faits et que derrière, du coup, on a un certain historique et une certaine savoir sur le comportement de chaque composant, de chaque version, etc. etc. Je dirais même que avant ou en même temps d'accompagner les devs, il s'agit aussi d'accompagner les chefs de projet ou les product owners, en fait, parce que ce qu'on a remarqué quand on essayait de mettre ça en place chez des clients, c'est que les équipes qui font du DevOps ou de l'Agile, ils ont des sprints, tous les matins, ils ont des daily meetings, et donc ils entretiennent un backlog avec des fonctionnalités, des US qui doivent implémenter durant leur sprint. Ce pourquoi on essayait de batailler, c'était de sensibiliser les product owners pour leur faire intégrer à leurs US les problématiques de perf à la racine, quoi. Il faut les attaquer à la racine pour que ce soit pris en compte. Et si on arrive à faire ça, c'est aussi un travail, voilà, pas que technique, quoi. C'est vraiment un changement de culture où il faut prêcher la bonne parole auprès des métiers aussi. Ça peut être déjà dans l'aspect SIF, dans l'aspect de dire ok, je veux une fonctionnalité qui fait une recherche machin, mais je veux un temps de réponse qui fait ça. Il faut déjà dans l'aspect avoir l'exigence non pas de la fonctionnalité, mais de la fonctionnalité avec un temps de réponse. Voilà. Et voilà, et d'un nombre de transactions par heure, ou par minute, ou par seconde. C'est pas évident, puisque, comme dit Henrik tout à l'heure, c'est qu'en fonction de l'environnement dans lequel on est, on va pas avoir les mêmes attentes. Environnement de dev, on va plutôt peut-être voir du transactionnel ou temps de réponse. Sur des environnements un peu plus connectés, il y a le réseau qui arrive, il y a les data qui arrivent, donc c'est pas évident. Et donc, chaque environnement, sa complexité. Et les criticités de tests seront différents, et les typologies de tests vont être moins différents. Et surtout, on va répondre à des points, à des interrogations de type de performance, des interrogations, des questionnements autour du comportement de performance différents en fonction de l'environnement. Après, je pense aussi qu'il y a un autre élément, je pense qu'on va l'aborder un peu plus tard, mais en fonction, il y a beaucoup de gens qui vont écouter, on va dire, ouais, mais c'est sympa, mais moi, mon composant checkout, il marche pas parce qu'il a besoin de la couche base ou bien la couche qui va discuter avec la couche base. Et c'est là où effectivement il y a beaucoup d'interdépendance, et c'est là où tout ce qui est du moquer, en fait, moquer, c'est-à-dire faire un bouchon. Un bouchon, voilà, c'est pour simuler. Et donc il y a plein d'outils dans ces environnements-là. Il y a énormément d'outils
qui sont conçus pour faciliter cette partie-là. On va dire que c'est impossible, je pourrais jamais y arriver. C'est pas vrai. On pouvait toujours, justement, quand on construit et qu'on va avoir une certaine autonomie dans son approche de test unitaire composant, on va dire, il y a besoin de créer souvent des petits bouchons. Et là, ça me rappelle un souvenir particulier au sujet des mocks. C'est que, et donc ça n'a peut-être rien à voir, ça ne s'inscrit pas vraiment dans ce qu'on disait, mais on avait fait des tests sur un environnement mocké, donc il y avait plusieurs mocks, et le tech lead de l'équipe qui avait développé le mock avait dit on va simuler un temps d'attente de 2 secondes du mock. Et ce que ça avait engendré comme problème, c'était que le serveur qui allait taper sur ce mock, il saturait complètement parce qu'il y avait des sockets en attente de réponse dû à ces 2 secondes de temps de réponse-là. Donc, juste pour dire que même en essayant de faire un paramètre anodin, on peut quand même trouver des problèmes de perf liés à ça. On a simplement voulu simuler à peu près un cas réel où on met 2 secondes d'attente sur le mock et ça a créé des problèmes de perf. Mais juste pour revenir par rapport à la partie organisationnelle et un peu la mise en œuvre, je dirais que c'est là où dans un ingénieur de perf, contrairement à en tout cas un peu un bench one shot, où j'arrive, je fais ce que je dois faire, je suis un peu expert et puis après je m'en vais. Là, il y a vraiment, je trouve qu'il y a toute une dimension en fait. C'est-à-dire qu'on influence l'organisation, on est là comme un garde-fou. En fait, je trouve que ça donne vachement plus de piment au travail traditionnel qu'un bencher avait de faire par le passé. Parce que du coup, toute cette approche sur le mock, conseiller sur comment on va mettre la bonne configuration du bouchon, quels sont les tests qui sont à réaliser, comment faire de la vraie régression, tous ces genres de choses, en fait, généralement, les équipes projet, quand il s'agit des tests fonctionnels, c'est assez simple. Je compte les pass-fail. Il n'y a pas de discussion. Quand il s'agit de la perf, c'est autre chose. Parce qu'il faut bien avoir en tête que du pass-fail en perf, un peu les Genius Report, finalement, moi, je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que déjà, j'ai toujours une transaction qui a plus d'importance que d'autres. Et puis après, j'ai aussi la dimension comportement ressources. Est-ce que si le temps de réponse est bon, mais que les ressources c'est-à-dire la consommation de CPU, elle fait que grossir de version en version, ou je sais pas moi, le nombre de bytes que j'envoie, il est en train d'exploser, est-ce que je peux toujours passer et dire ok, tout est vert? Et donc c'est là où en fait l'ingénieur de perf va amener cette approche de dire mais qu'est-ce qu'un vrai vert et comment le calculer un vrai vert dans le sens de la perf et pas dans un sens fonctionnel. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on a tout automatisé, mais quand tu regardes comment ils font de la validation entre guillemets de leur non-régression, tu te dis c'est Je pense que quand on essaie d'automatiser, de faire du component testing de façon automatique, c'est pas le résultat absolu. C'est pas l'absolu qui nous intéresse, c'est le relatif. C'est pour ça que tout ce qu'on fait jour après jour, c'est de faire en sorte de tester, par exemple, uniquement le code qui est apporté. Typiquement, on est le jour 1, je vais faire un test sur une API qui va taper sur une base de données, admettons. C'est le jour 1, et donc je fais mon test, je récupère toutes les infos que j'estime pertinentes, la conso CPU des 2 machines, les temps de réponse, la volumétrie injectée, etc. Le lendemain, si un développeur a poussé du code qui a donc provoqué un déploiement de l'API, on va refaire un test. L'idéal serait de retester dans les conditions exactes de la veille pour que la seule chose qui soit différente par rapport à la veille, ce soit le code qu'il a apporté. Mais à tel point que même la base de données, si possible, on la remet dans l'état de la veille, même si on est dans un environnement de dev, tu vois, pour que... Alors, c'est là où j'allais justement dire que pour avoir une approche facile à implémenter dans ce environnement, c'est là où un environnement tel que Kubernetes, c'est un environnement idéal. Parce qu'on a la capacité de créer son environnement, on peut détruire son environnement, on peut repartir from scratch et d'avoir une vraie comparaison. Et donc là, je te rejoins. On relance le bench sur la version 2, mais que finalement, derrière, j'ai le file system qui est saturé depuis presque tous les jours, on relance des trucs.
on lance des tests, on n'est pas dans la comparaison. Donc, je suis d'accord sur cette partie. Donc, la mise en œuvre nécessite un certain nombre de prérequis. Alors, peut-être on voulait aborder la mise en œuvre, alors peut-être qu'on peut aborder cette partie-là. On en a parlé beaucoup déjà, mais parce qu'on On a a... peut-être fini en fait. Je sais pas, Non, je me encore un demande, petit peu dire. je me demande peut-être quelque chose. Je pense qu'il y a la mise en œuvre, c'est un changement culturel, donc et aussi il y a beaucoup. Je pense qu'il y a ce changement de culture qui est assez compliqué à être confronté, mais également il y a quelque chose à prendre en considération, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent on est full automatique et ils comprennent pas l'approche de qu'est-ce qu'un vrai test automatisé de performance. Et je le répète, j'ai dit tout à l'heure, ne regardez pas, s'il vous plaît, juste les SLA, les pass-fail, le côté JUnit. Ne vous basez pas là-dessus parce que voilà. On ne prend pas une décision sur le temps de réponse, on ne prend pas une décision que sur du hit. Une décision sur de la perte, c'est un ensemble de dimensions qui fait qu'on est capable de dire oui ou non. Petite réflexion sur la mise en œuvre, là. Ça veut dire que d'un côté, on va tester les composants qui sont dans des enves de dev, c'est bien ce qu'on a dit, potentiellement ou d'intégration, intégration 1, intégration 2, cal, pré-prod, on y arrive enfin. Donc on va peut-être tester là-dedans. Donc ça veut dire que notre outil de test de perf, parce que je vais être un peu pragmatique, il est capable d'adresser ces versions, donc une version N+1 ou N+2 qui est en préparation dans un environnement de dev, et il est capable d'adresser ça, et aussi de faire des tests sur la version N+1 dans la pré-prod avant de faire des tests sur la version N de la prod. Donc ça veut dire que notre outil, on a un outil qui est censé être versionné en termes de version de script, si les scripts doivent être modifiés. Mais comme tu l'as dit, si on rajoute une fonctionnalité, potentiellement, il faut rajouter un script ou des choses comme ça. Donc il y a potentiellement des vraies versions à faire. Et donc il y a un travail un peu complexe au niveau qu'est-ce qu'on teste où, à quel endroit. De toute manière, pour moi, quand on est dans ce genre d'environnement, tous ces assets de test, ils doivent vivre dans le code, dans le repo du code du projet. C'est-à-dire, je fais un commit, j'ai les test cases qui correspondent au commit. Je fais une version, je sais pas moi, du coup, le code évolue et les tests associés sont toujours stockés au moment. C'est-à-dire qu'avant, on avait tendance à séparer les choses. Pour moi, il faut que tout soit, quand j'ai une version, j'ouvre le code associé à la version et je vais avoir tous les assets associés. Je vais pas me poser de questions. Sur la mise en œuvre, toujours, je ne sais pas si on va parler des outils ou. Les outils online, vous voulez qu'on passe aux outils peut-être ou... Juste, petite info sur la mise en œuvre que je m'étais noté, c'était comment commencer à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande de mettre en place des tests automatisés. Comment est-ce que je m'y prends le démarrage un peu. Et sur ça, si on fait du test automatisé, c'est beaucoup plus simple d'automatiser des tests sur des API que de s'attaquer à des gros systèmes très complexes. On fait de l'API simple qui va lire de la donnée, consommer de la donnée ou en uploader. C'est beaucoup plus simple. Et aussi, là, ça rejoint ce que disait Bruno, c'est que dès qu'il y a une nouvelle feature qui sort, il faut maintenir les tests. Avant, Bruno demandait qui doit faire les tests. L'idéal, de mon point de vue, c'est que les devs, dès qu'ils font une nouvelle feature, ils maintiennent aussi les tests les scripts de perf associés. Et c'est beaucoup plus simple de maintenir un script d'une API qu'un gros script sur une IHM complexe à faire, quoi. Alors, on a toujours dit que dans le test fonctionnel, il faut surtout pas que ce soit les devs qui fassent eux-mêmes les tests fonctionnels, parce que justement, ils passent à travers des trucs, ils oublient des choses un petit peu sioux à tester. Par contre, dans la perf, on dit pas ça. Le développeur peut lui-même développer son script de test parce que si la donnée n'est pas exactement la même, c'est pas la question. La question, c'est l'empreinte CPU, le temps de réponse, la réaction du serveur d'application. Et ça, de toute façon, le test va être quasiment le même, que ce soit un bencher ou un scripteur ou un développeur qui fasse le test. Donc on n'est pas on n'est pas ayatollah là-dessus. Ouais, c'est aussi une autre approche. Maintenant, on a des équipes pluridisciplinaires, comme on aime l'appeler. Et donc, avec dans la même équipe un peu toutes les disciplines. Alors, c'est peut-être pas forcément le dev qui a fait la fonctionnalité, la même personne qui va faire le test. Par contre, c'est la même équipe qui est responsabilisée sur la perf. Et donc, il y a une ressource dans l'équipe ou deux qui vont être en charge de ça. Okay. Et c'est maintenu par la même équipe, quoi. C'est la vision produit un peu. Chacun est responsable de son produit du début à la fin. Autant en termes de perf que de sécu, tout ça.
pour ça que moi, dans cet petit organe, j'aime bien mettre une équipe centrale perf. Et après, chaque projet va demander tiens, j'ai besoin de support d'un gars. Donc, le gars, il vient au stand-up de chaque meeting, de chaque matin de ce projet-là, jusqu'à ce qu'il y ait une certaine maturité. Et puis, du coup, cette équipe centrale va gérer plusieurs projets et va amener de l'expertise sur l'accompagnement et la mise en œuvre des bonnes pratiques. Parce qu'on l'a mentionné plusieurs fois, hein, quand on fait un test en continu composant sur la partie dev, dès que je vais partir sur staging, je vais pas tester la même chose. Je vais avoir d'autres typologies de tests. Donc, du coup, même l'approche test en continu, elle évolue en fonction de l'environnement. Alors, un tout petit truc en termes de best practice, c'est que quand on fait un bench classique, on fait des scripts qui ont une durée de vie assez courte, hein, parce qu'on va les utiliser quelques jours, quelques semaines, et après, dès que la version change, ils sont poubelles, normalement, ils sont plus du tout utilisables. Sur les tests automatisés, on peut pas se permettre d'avoir des scripts qu'on refait tous les 4 matins. C'est pas possible. Sinon, c'est plus de l'automatisé, ça redevient du manuel. Donc, c'est pour ça qu'il faut inventer des scripts plus robustes, qui soient plus intelligents, qui testent pas forcément des choses très Sioux dans l'IHM, mais qui soient un petit peu plus robustes et qui vraiment on ne teste pas les HM. Alors, en deux boutons, oui, sur de l'API, je suis d'accord. Généralement, quand on est sur de l'API, généralement, une fois qu'on a une API qui est stable, l'interface, c'est-à-dire comment j'interagis avec l'API en tant que telle, elle bouge. Une fois qu'elle a été créée, elle bouge très rarement. Donc, du coup, on a un test qui va juste interagir avec cette interface. Et donc, ce qu'il y a à l'intérieur derrière l'API, on va dire de code, il évolue au cours du temps. Mais la manière dont je vais envoyer le JSON qui rentre, le JSON qui sort, normalement, il bouge très peu, quoi. C'est ça. Bon, du coup, c'est l'avantage, c'est que du coup, le coût de maintenance, il est nettement. D'ailleurs, souvent, on dit que sur les tests end-to-end, la réutilisation de script, c'est un rêve. Oui. Et je ne l'ai jamais prôné. Ouais. Je connaissais une certaine société qui disait on va faire de la maintenance de script. Ça peut marcher une fois. Ça fait l'effet démo, quoi. On va dire. Allez. Allez, moi je vous propose de passer sur la partie outillage. Justement, c'est un point depuis tout à l'heure on gravite autour et on a envie d'en parler, mais on n'a pas encore abordé, donc je pense qu'il faut absolument le toucher. Alors, quels sont les outils ? Un outil de test de perf. Alors moi je disais, avant de partir sur ce test d'outil, un outil d'orchestration. Oui, un classique. Un classique pour les néophytes. Un Jenkins, ça fait toujours le taf. Alors Jenkins, moi je trouve ça un peu old school, quoi, mais c'est old school, mais pour quelqu'un qui connaît pas très bien l'orchestration, moi je dirais, un Jenkins, ça fait le taf pour démarrer. C'est quand même un Argo CD, il y a Circle CI, il y en a pas mal, Travis. J'ai pire, hein, on peut faire du cron. Ouais. J'ai mis en place du cron encore il y a pas longtemps. Pour lancer des petits tests avec un petit Python derrière, c'est pas du tout un problème. Donc, des fois, on n'est pas obligé de prendre un canon pour tuer une mouche. Des fois, un simple cron qui envoie des tests une fois par nuit, c'est pas plus compliqué qu'un Jenkins. Et donc, mais le GitLab CI est quand même plus fiable parce qu'il y a des notions de pipeline derrière et des choses plus intelligentes, bien sûr. Ouais. Alors après, il y a l'outil de test en perf. Alors, du coup, quels sont les outils qui peuvent s'inscrire dans ce type d'approche ? Alors là, il y a deux idées. Il y a les outils qui, avant, sont de la vieille génération et qui ont évolué, et puis il y a les outils qui sont nés dans cette nouvelle génération. Donc, je vais commencer par le plus ancien, Loadrunner, qui est l'outil ancienne génération. Oui, j'ai pas plus ancien, je suis désolé. Il s'est quand même adapté. Alors, il s'est adapté, mais il s'est adapté, mais il a une infra qui est quand même très lourde, qui n'est pas du tout automatisée. Mais il a la capacité où on peut faire des appels d'API pour déclencher des tirs. Par contre, il est extrêmement faible en termes de production de rapports et d'envoi d'informations suite à un tir. Donc, on a affaire à une grosse machine, à un tank, qu'on va démarrer avec une petite mèche, il va aller tout droit, puis après... Il va finir dans voilà. Moi, je pense que pour être vraiment avoir une adhésion en fait des équipes techniques, il faut un outil qui soit as code. C'est-à-dire qu'on puisse, on n'a pas à ouvrir un éditeur, à faire des clics pour faire son script. Donc, moi, je pense ça, par exemple. C'est la deuxième génération. Voilà. Et donc ça, de tous les K6, les Locust, les Gatling. Alors Gatling, je sais pas s'ils sont, ils sont très. Non mais ils sont, je suis sûr, mais ils sont très. On les entend un peu moins en ce moment. C'est un peu plus discret, mais c'est ces genres d'outils-là qui vont s'inscrire plus facilement. Gatling ont développé une version SaaS. Il y a de l'IHM, mais l'IHM c'est, on va dire, pour aller consulter les résultats, gérer toute la partie intégration avec
avec les différents cloud providers et les clusters Kubernetes. Ouais. Mais eux, ils sont carrément as code, quoi. Ils ont développé plusieurs SDK, Java, Kotlin. Ils ont sorti aujourd'hui, j'ai vu ça sur LinkedIn, le JavaScript et le TypeScript. Maintenant, on peut faire du JS pour aller développer de la perf. Je pense que leur approche... Ils rentrent sur les plates-bandes de K6, c'est marrant ça. un petit peu. Oui. Et K6, c'est du JS, mais c'est du Go et un moteur Go derrière. Le moteur est en Go, ouais. C'est ça. Et donc, pour JS et TS, et donc ils essayent de rendre cet outil-là hyper accessible pour les devs. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que ce soit les devs qui prennent là de plus en plus la main sur la maintenance des scripts. Surtout, en fait, il faut penser qu'on va versionner. Donc, j'ai besoin d'avoir un fichier texte, enfin, plain text, où quand je l'envoie dans mon repo Git, GitHub, peu importe, je puisse faire de la comparaison de version, qu'est-ce qui change entre. Et donc, si j'ai un fichier un peu propriétaire, je peux pas faire ce diff. Et c'est là où c'est problématique. Et d'ailleurs, juste pour parler d'outillage, il y a beaucoup d'organisations qui ont tendance à dire « Ah, je prends un outil et tout le monde veut utiliser cet outil, c'est le standard, c'est comme ça qu'on fait. » Et en fait, il y a d'autres organisations qui ont l'approche centrale équipe de perf. Elle dit nous, on a validé un set d'outillages. Donc, voilà les outillages qui sont présents, qu'on peut utiliser, et tu choisis n'importe quel. Que tu choisis A, B, C ou D comme outil, je m'en moque. Tu prends un et tu gardes, parce que sinon, si tu fais la régression et tous les 4 matins, tu changes, peut-être la régression, elle peut être discutable. Mais du moins, de laisser au choix de l'équipe de dire moi, je suis plus confortable en locust, et puis, mais vas-y, prends du locust. Et après, derrière, peut-être sur les environnements de pré-prod, j'utilise une autre typologie d'outils, mais du coup, de ne pas mettre justement cette rigidité de dire non, il n'y a qu'un outil et c'est nous. J'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que l'équipe de dev, c'est des gens qui pensent dev, c'est des gens qui mangent de la méthode, du JSON toute la journée. Ils ont besoin d'un outil qui comprennent, qui puissent manipuler. Et c'est là où des outils tels que Gatling, qui n'est pas forcément celui que je manipule le plus, mais est beaucoup plus adapté, et même Locust est quand même beaucoup plus adapté à des développeurs qui tout de suite s'approprient un peu mieux ce genre d'outil, alors qu'un outil avec interface, un load runner, un neoload, ils ont besoin de réapprendre une méthode, une autre logique. Donc pour vraiment du test de composants, un outil plus simple, plus rapide, et qui surtout, il y a une autre chose, c'est que potentiellement, le test, il peut être fait depuis le poste utilisateur. Des fois, on n'est pas obligé d'avoir une grosse infra centrale pour lancer les tirs. Des tests de composants, des fois, peuvent être faits depuis un simple poste ou depuis une petite VM pas très compliquée que possède l'équipe de dev. Donc, on n'est pas forcément sur des grosses infras. On n'est pas sur du end-to-end très lourd à 5000 users. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on n'en a pas encore parlé. Je suis désolé, Eric, mais tu as oublié un outil qui s'appelle Neoload. Je sais pas si tu... J'allais revenir, mais là, Neoload a un Neoload as code. Il a un Neoload as code, voilà, que tu as participé à nous faire adopter. Et le truc, c'est que Neoload, il est un peu hybride, puisqu'il vient du monde d'avant, mais en plus, il a su évoluer. Et lui, il a été obligé de passer vers une plateforme SaaS pour proposer le suivi d'une fois que tu fais des tirs automatisés. Qu'est-ce qui se passe? Parce que faire des tirs et ton report, il est inexploitable, ça sert à rien. La vraie question, c'est, une fois que tu as fait ton tir, ton information, tu la mets où, tu la consultes comment, et comment tu compares ce qui s'est passé sur tout le cycle de développement de ton composant, de tes composants, de tout ton appli. Si tu peux pas voir ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, tu sais pas que ton composant, au début, il répondait en 1 seconde, maintenant il répond en 6 secondes, tu vois, tu peux pas faire la différence. Donc la question, c'est où est-ce qu'on trouve les reports, etc. Donc là, il faut bien choisir son outil pour ça. C'est là où je vais en venir. Il y a deux choses que je voudrais rajouter comme outil. Il y a le premier, c'est TestCube. Alors, je vous recommande d'aller regarder. C'est un outil qui se fait qui reste sur Kubernetes. Donc, si un outil n'a pas forcément une capacité d'avoir une API ou une manière d'être automatisable dans un chaîne CI/CD, TestCube, lui, on va créer son test dessus avec ses éléments, et lui, il va orchestrer le déploiement de l'outil et l'exécution du test. Donc, c'est-à-dire que du coup, par une API, je vais dire, tiens, lance-moi la typologie test Neoload ou test K6 ou n'importe quoi, il va le faire. Et donc ça, je le recommande de regarder parce que c'est assez smart et ça marche très très bien. Et c'est open source. Et après, l'autre outil que je recommande vivement, et je voulais revenir tout à l'heure en disant, on ne se base pas uniquement sur le temps de réponse, on ne se base pas uniquement sur c'est d'avoir cette approche scoring. C'est-à-dire que
vous connaissez par le passé, on avait cette notion de SLA, donc Service Level Agreement, ou c'est Pass to Fail. Et on regarde tous les SLA qu'on a mis, et en fait, tous les SLA sont à un niveau égal. Et donc, si j'ai la transaction, je sais pas moi, une transaction pourrie qui est moins importante que ma transaction clé, ben, j'ai pas envie que mon test soit complètement en erreur. Je veux avoir une notion de notation. Et donc, il faut, justement, pour avoir une notation, il faut avoir cette approche de dire, ben, j'ai différentes créticités, et chaque créticité a un indicateur. Donc, que ce soit mesure CPU, que ce soit mesure de temps de réponse, que ce soit le hit par seconde, l'erreur. Et en fait, derrière, je vais mettre un poids, et le moteur va générer un score, et on pourra mettre un SLA sur le score pour dire, ben, pour passer environ dev et aller en staging, ben, il faut que mon score soit supérieur à 80%, à 80 sur 100 par exemple. Ça veut dire que j'ai une qualité qui est acceptable. Et donc ça, c'est impératif. Et donc, il y a un outil aujourd'hui qui est présent, qui s'appelle Kapten, K-E-P-T-N, .sh, le site web, et qui avait par le passé, il y a un laps de temps, il y avait une version 1 qui était essentiellement orientée sur j'ai besoin d'un cluster Kubernetes pour démarrer, pour déployer Kapten, mais il y avait une certaine complexité à la mise en œuvre. Aujourd'hui, il y a Kapten, qu'on appelle V2, la version 2, qui s'appelle Kapten Lifecycle Toolkit, qui va s'inscrire dans un contexte Kubernetes beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Il s'inscrit vraiment dans une logique Kubernetes. Quand je déploie, ça auto-lance automatiquement des tests, rien qu'en mettant des annotations. Il y a le scoring qui est plus dedans. Il y a plein de choses. Donc, je vous recommande d'aller regarder parce que ça va faciliter justement d'éviter d'avoir des verres parce que l'approche, c'est quand on automatise, il faut avoir, quand on a un OK, qu'on a la capacité de dire j'ai confiance au OK. Et donc, du coup, que se focaliser sur la KO. Et donc, ça, c'est Kapten va avoir cette valeur d'amener la confiance et de faciliter la mise en œuvre de votre automatisation. Ouais, exactement. J'aime bien l'idée du score. Le scoring, c'est une approche très SRE de faire les choses, et j'aime bien ça, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir peut-être quelques transactions qui sont en dessous de la moyenne, mais dans l'ensemble, ça passe. Et en plus, ça permet de tester, parce que cette approche de scoring se base sur des SLA et des SLO. Donc, on va finir par utiliser des SLO en production. Donc, pourquoi pas commencer à utiliser déjà en amont. Ça a une approche justement itérative et évolutive sur ça. Alors, on a tout abordé les outils. Maintenant, peut-être la partie best practice. Et donc, ouais, sur les best practices, alors de manière générale, il faudrait commencer à tester des features simples. Commencer à prendre les choses en main sur des features simples, sur de l'API. Je le disais tout à l'heure aussi, c'est quand je parlais du fait de tous les jours s'assurer que le seul changement qu'il y ait d'un jour à l'autre, ce soit la version du code apportée. Ou par exemple, si on veut faire un test qui ne va pas mesurer, en fait, comment dire ça ? Si on veut mesurer quelque chose, il faut qu'on s'assure que ce quelque chose soit la seule différence d'un jour à l'autre quand on fait nos tests. Pas plus d'une variable, enfin, très souvent c'est difficile de le faire, mais théoriquement et idéalement, on veut que notre système soit à l'identique que la veille, à l'exception de ce qu'on veut tester. En l'occurrence, si c'est une version, ça va être le morceau de code qui a été apporté. Donc, isoler le code, en fait, c'est ça, isoler l'élément qu'on veut tester. C'est ça, ne pas faire des changements de ces 4 tests tous les 4 matins, parce que sinon, la comparaison, c'est plus à la limite. Ouais. Si on parle d'automatisation, on automatise les tests. On aurait pu en parler un peu avant, mais ça rentre un peu dans les best practices. C'est automatiser notre environnement d'injection. C'est vrai moi, je dirais même automatiser le déploiement de l'environnement cible et le déploiement de l'environnement nécessaire pour réaliser les tests. Ça, c'est le rêve, ça. C'est ça, c'est le rêve. C'est-à-dire que le client, il dit, moi, j'ai pas d'environnement, on peut pas tester, t'inquiète. File-moi un truc, moi, je vais tout déployer dedans, ça va être magique, ça va se déployer d'un côté, déployer de l'autre, et c'est le rêve. Justement, Neolo des Gatling propose une solution pour ça. Alors, il y a certainement d'autres outils, mais je les connais pas. Propose de gérer son infra, alors soit en utilisant des injecteurs cloud, si on en a besoin, mais aussi de se plugger à un cluster Kubernetes. Et donc, si on veut lancer un test sur une API,
On peut faire en sorte que l'outil aille communiquer lui-même avec les API Kubernetes pour nous déployer le bon nombre d'injecteurs et à la fin de notre test, les détruire. Alors, on récupère les résultats, on les upload quelque part et ensuite on les détruit. Alors, justement, TestCube, si vous avez une solution qui ne supporte pas, TestCube pourra le faire pour vous, ça. Ok. Et donc, oui, l'avenir, c'est d'avoir des outils de test de perf qui soient déployables, donc qui soient en conteneur, qui soient qu'on peut ça. mettre dans Kubernetes, parce que là, c'est simple. Tu dis, j'ai pas d'infra, mais si, tu as un infra. 3 YAML et pouf, l'infra, elle sort, quoi. Et c'est Exactement. ça qui est important. Alors après, il y a le dimensionnement, comme dit Terry, parce que si on fait un tir à 50 ou à 3000, c'est pas la même chose en termes d'injecteurs. Donc le dimensionnement il est important et ça il y a peut-être des choses à inventer là-dessus et c'est là où l'expert perf il reprend la main un peu là-dessus pour pouvoir un peu gérer cette partie expertise, déploiement, dimensionnement. Donc, multi compétences quoi. Voilà. Et en termes de en best practice, là c'est plutôt une question, c'est comment est-ce que vous approcheriez la chose. Avant on disait que quand on déploie une API en environnement dev, on va pas lui injecter la même charge que sur la prod. C'est normal. En prod, il y en a 10 des instances de cette API qui tournent en parallèle et tout le système est connecté. Donc, on sait qu'en prod, on a 10 000 requêtes à la minute, on va dire, sur cette API. En dev, quand on fait un test sur une API, comment est-ce que, et là, en fait, j'ai plusieurs avis là-dessus, mais ce serait sympa d'entendre le vôtre, comment est-ce qu'on définit la charge? Est-ce qu'on part sur un 300 requêtes par seconde, 100 requêtes par seconde, 2 requêtes par seconde? Est-ce que pour vous, ce qui est important, c'est que dès lors qu'on a défini une charge, eh ben, on la respecte tous les jours? Bon, déjà, ça, c'est un peu le truc sine qua non, c'est qu'on en définit une. À charge donnée, même si on fait 2 requêtes par seconde, le lendemain, on refait 2 requêtes par seconde, même si ça ne correspond pas à la prod. L'important, c'est qu'on garde ce paramètre-là identique et de voir si les temps sont plus ou moins bons que la veille, quoi. Enfin, comment est-ce qu'on... Alors, moi, j'aurais bien fait une référence à Rage Against the Machine sur une chanson qui s'appelle Know Your Enemy. Donc, c'est le même principe. Donc, même principe. Donc, tu as un environnement, il faut le connaître. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, on ne se lance pas dans l'automatisation sans savoir où on met les pieds. Donc, quand on va mettre en place une approche automatisée, on va déployer des choses, on va avoir une certaine infrastructure qui va être bien prédéfinie. Et donc, du coup, il va y avoir une phase d'ajustement, une phase on va déterminer ses objectifs. Et donc, c'est là où l'ingénieur de perf, c'est pour ça que je disais que un développeur va pas forcément avoir la bonne approche à configurer les choses, et c'est là où l'ingénieur de perf va avoir la source de bonnes conseils. Donc moi, je dirais qu'il faut déterminer ce fameux baseline par rapport à son objectif, parce que c'est sûr que si on est en prod, on va conduire une grosse PM, et puis que là, on roule avec une Smart, c'est sûr qu'on va pas mettre la même vitesse au compteur. Et donc, en fait, l'ingénieur de perf, aujourd'hui, il va avoir des nouveaux mots, des nouvelles compétences. Alors, on a dit Terraform, Ansible, je dis Jenkins, mais vous dites Git CI ou je sais pas ce que t'as dit. Voilà, Argo CD. Donc ça, c'est une nouvelle compétence. Qu'est-ce qu'on va rajouter YAML, Kubernetes, voilà. SLA, SLO. Ouais, puis il y a même du Jira, hein, ça peut rentrer là-dedans, puisque maintenant on va faire du reporting. Il y a des plugins qui sont intéressants. Donc on est plus sur des rapports classiques, d'ailleurs, du tout. Voilà, et puis on va suivre les tendances. Bon, voilà, il y a un nouveau vocabulaire à voir, il y a surtout... Et après, il y a aussi l'observabilité. Ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. N'est-ce pas? Complètement. C'est ça. Je pense qu'on a... Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Parce que je pense qu'on a pas mal abordé le sujet. On n'a pas présenté beaucoup de choses, on a à peine un slide. C'est vrai qu'avec plus de slides, peut-être ça serait plus intéressant. Mais en attendant, on a quand même fait le tour du sujet. Moi, j'ai appris plein de choses, hein, parce que j'ai beau en faire de temps en temps, de l'automatisation, c'est pas mon credo de tous les jours. Mais ce que je vois, c'est que dans tous les cas, c'est très important que les sociétés essayent de l'intégrer dans la culture avant de l'intégrer dans la technique. Voilà. Il faut que la culture de la perf rentre en amont des projets. Sinon, ça sert à rien, quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc, allez-y, poussez les cultures. Donc, mettez un commentaire, d'ailleurs, si l'organisation sur laquelle vous intervenez fait des tests de perf automatisés et pas des tests généralisés. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là, je te donne complètement automatisé. Alors, attention, hein.
le mot automatisation est essentiellement utilisé pour les tests fonctionnels. Je sais, Voilà. mais c'est Alors pour que ça que donc je voulais faire la voilà, différence. tu as raison de dire les tests de perf automatisés, c'est pas la même chose. Donc une D'accord. boîte qui dit: «Oui, on a de l'automatisation», c'est le test fonctionnel par défaut, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, petit mot de conclusion? Faites du shift left, ça va vous faire gagner de l'argent. Alors, c'est un peu complexe au départ à mettre en place. Ok, techniquement, c'est d'autres outils, c'est une autre méthode, c'est une autre approche. Mais sur le long terme, vous gagnerez en qualité de code, vous détecterez vos problèmes plus tôt, vous gagnerez de l'argent. Même si au départ, on peut penser qu'on en perd, mais sur le long terme, si vous êtes assidu, vous en gagnerez. Voilà. Moi, je veux dire, faites du shiftless, vous aurez une meilleure maîtrise de vos environnements, de vos applications. Vous aurez et surtout, les développeurs auront une meilleure maîtrise qui fait que vous aurez des applis de meilleure qualité très vite, quoi. Et ça, c'est important. Moi, je dirais faire du shiftless parce que des fois, on a toujours envie d'être plus proche du dev, plus proche des équipes, plus proche de ce qui se passe techniquement dans l'applicatif. Et donc, c'est la meilleure manière d'avoir cette connexion avec les petites pièces qui fait que l'application tourne en production. Maintenant qu'on a parlé du shift left, il faudra parler du shift right. Ça Hein, arrive et puis bientôt. comme ça, la boucle sera bouclée, quoi. Voilà. Bon, écoutez, merci messieurs. Je pense qu'on a bien abordé le sujet. Merci d'avoir passé ces 50 quelques minutes avec nous. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, nous suivre, suivre la chaîne YouTube Perfbyte français, parce qu'elle est là pour ça. Et puis, une fois de plus, je le rappelle, on a dit qu'on allait le faire, on n'a pas encore fait. Donc, il faut qu'on fasse des On va s'y mettre, petites émissions un peu spécialisées. Donc, on va le faire par la suite. Ils ont peur. Ils ont peur. Sinon, on va leur poser des questions trop bizarres, ils ont peur. Ouais, non. Okay. Bon, écoutez, merci, Cédric. À bientôt du coup. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle session Perfbyte français sur la perf de manière généralisée. Salut.